un peu mieux connu grâce à vous et surtout grâce aux travaux d'archives que vous avez effectués. Alors, nous allons passer maintenant à Gérard Crespo. Voilà. Alors, Gérard Crespo, docteur en histoire, spécialiste sur les migrations en Méditerranée occidentale. Il a publié de nombreux ouvrages, dont un avec Jordi, parmi lesquels les Espagnols en algérois, les Italiens en Algérie, les rapatriés ou les rapatriements. Les rapatriements dans le milieu de la France. Et donc, il va nous parler maintenant justement de l'accueil et de l'intégration des rapatriés d'Afrique du Nord en France. À vous, je vous remercie pour 20 minutes. Je vais essayer de tenir les délais. Je vous remercie de me donner la parole. Parler, plus exactement, de l'accueil et l'intégration des rapatriés. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet, et donc je vais essayer de tenir ces délais. Par contre, je suis quand même obligé de rappeler un certain nombre de choses, c'est-à-dire de rappeler quand même en amont quelques chiffres, et ça va être un petit peu rébarbatif. Mais je voudrais quand même rappeler que les rapatriements ne commencent pas en 62. Ils commencent très tôt dans les indépendances, puisqu'ils commencent avec les indépendances du Maroc et de la Tunisie en 56, et aussi avec les événements de Suez qui entraînent quand même un certain nombre de rapatriements, quelques milliers en France. Mais ces rapatriements se diluent dans le temps, entre 56, 57, 58. Il n'y a pas d'arrivée massive de Tunisie ou du Maroc, ce qui permet aussi à la France de pouvoir intégrer progressivement ces rapatriés. Alors, ces rapatriements aussi augmentent au fil des tensions, des événements qu'il y a entre la France, par exemple, et la Tunisie, ou la France et l'Égypte. C'est vrai que les événements du canal de Suez ont des contre-coups sur les départs de Tunisie. Le bombardement de Saket Sidi Youssef aussi, en 58, accélère aussi des départs de Tunisie. La crise de Bizerte aussi, la crise de Bizerte qui est un paroxysme avec dans les tensions franco-tunisiennes, donc entraîne aussi des rapatriements. Mais je le répète, il y a quand même une certaine dilution parce qu'il s'étale dans le temps. 56-62, c'est 6 ans. Il y a quelques dizaines de milliers. La France peut absorber cela, d'autant qu'elle est dans une conjoncture économique de croissance, ne l'oublions pas, qui est quand même la conjoncture des 30 glorieuses. Alors, il est vrai que 62, c'est l'année sombre, puisque, en gros, entre février-mars et septembre 62, il y a 680 000 départs d'Afrique du Nord, je dis bien d'Afrique du Nord, dont 651 000 pour la seule Algérie. Donc, ces départs sont massifs, et où les gens arrivent-ils? Alors, c'est la première question. Ils arrivent principalement, d'abord, par avion à Orly, ou par avion à Marignane, l'aéroport de Marseille, mais aussi ils arrivent dans les ports et ils vont arriver à Marseille, j'en parlerai un petit peu. Ils vont arriver également sur la grande aire urbaine qui est aujourd'hui Port-Vendre-Perpignan, puisque quand on arrive à Port-Vendre, après on s'écoule, on va s'écouler sur Perpignan. Ils vont arriver également massivement à Toulon, parce que Toulon, on l'oublie, a été un port aussi d'accueil très important, dans le sens où les dockers et les personnels de la marine civile de Marseille ont l'excellente idée de faire grève au paroxysme des départs, c'est-à-dire entre le 28 juin 1962 et le 10-12 juillet 1962. Et donc du coup, les bateaux vont être détournés sur Toulon, et Toulon va être obligé d'accueillir ces gens-là. Et ils vont aussi arriver de façon plus minoritaire, en nombre, sur le pourtour méditerranéen, puisqu'il y a des départs individuels de chalutiers, de bateaux, qui arrivent à Sète, par exemple, à Port-la-Nouvelle, à Collioure, ou à Nice aussi, à Hyères, à Sanary. Donc on a aussi ces accueils-là, ces arrivées-là. Alors, le pourtour méditerranéen est au premier chef concerné par ces arrivées. Alors, quelles sont les conditions d'accueil, justement? Alors, il y a deux types, je dirais, de conditions d'accueil. La première, c'est que certaines municipalités, très tôt, je pense à Perpignan, je pense à Toulon, par exemple, les maires prennent conscience que cette arrivée massive va poser problème.
alors que le gouvernement, parallèlement, je dirais, ne veut pas en tenir compte ou n'en a pas conscience. Les responsabilités, là aussi, peut-être seront au jour à pointer du doigt vis-à-vis de gens comme Robert Boulin, comme Jox, etc. Mais c'est pas le propos aujourd'hui. Donc, certains maires décident de prendre des mesures d'accueil, et vont favoriser la constitution de comités d'entraide, parmi lesquels on trouve des élus municipaux, certes, mais on trouve aussi de nombreux bénévoles, comme le Secours catholique, la Croix-Rouge, la Fondation Maréchal de Lattre, les Scouts de France, etc., etc. Et les maires vont mettre à la disposition, d'ailleurs, de ces comités d'entraide des locaux, et puis ils vont aussi se tourner vers les pouvoirs publics, vers les préfets, pour demander aussi des possibilités d'accueil, au moins temporaires, pour que les gens qui débarquent des bateaux ou de l'avion à Marignane puissent au moins séjourner un minimum d'un jour ou deux, en attendant qu'ils repartent, puisque ces gens-là sont, je dirais, quasiment condamnés à repartir. Donc, ce dispositif va se mettre en place. Il va relativement bien fonctionner dans certaines villes comme Toulon ou Perpignan. Nice aussi, que j'allais oublier, va prendre aussi des mesures en ce sens. Il va beaucoup moins bien fonctionner à Marseille, on le sait, pour plusieurs raisons. Même si les comités d'entraide dont je parle, même si le maire au départ va prendre un certain nombre de mesures, Marseille va être complètement débordé par les arrivées, puisque en quelques mois, Marseille va voir arriver quand même plus de 400 000 personnes. Et les pouvoirs publics ou les comités d'entraide sont en mesure d'en gérer à peu près un cinquième seulement. C'est-à-dire que les 4 autres cinquièmes vont être amenés à se débrouiller tout seuls. Si l'on ajoute à cela aussi une certaine lassitude de la part du maire et à quelques paroles malheureuses qu'il a prononcées et sur lesquelles on ne reviendra pas, que tout le monde connaît, je dirais que Marseille reste aujourd'hui, dans les conditions d'accueil, le cauchemar un petit peu d'une mémoire collective des Français d'Algérie. Par contre, il faut aussi, si on parle de la mémoire collective, il faut aussi faire un distinguo. Il faut faire aussi un distinguo entre, d'un côté, les municipalités que j'ai citées, quand je rappelle Toulon, Perpignan, Nice, qui font des efforts, et les Français d'Algérie encore aujourd'hui reconnaissent, ou sont reconnaissants parfois à certains élus comme Alduy ou comme Arex, d'avoir tout fait pour bien les accueillir. Il y a une sorte de dichotomie entre l'élu et le citoyen. C'est-à-dire que les Français d'Algérie gardent en mémoire l'attitude bénéfique des élus, mais souvent bien moins l'attitude des compatriotes métropolitains. Dans les témoignages auxquels on est confronté encore aujourd'hui, de nombreux Français d'Algérie se plaignent, à juste titre d'ailleurs, des prix exorbitants des hôtels, des prix exorbitants des loyers, des prix exorbitants aussi des courses de chauffeurs de taxi, autant de gens donc qui profiteraient, je dirais, d'une situation puisque l'offre est supérieure à la demande. Dans les conditions d'accueil aussi, on perçoit dans les témoignages encore aujourd'hui parfois beaucoup de témoignages qui se plaignent d'une certaine discrimination à l'école, surtout quand on était jeune, quand on est rapatrié et qu'on a 10, 11, 12, 13 ans, discrimination vis-à-vis de camarades, ou bien même dans le monde de l'emploi, parfois une certaine méfiance parce que dans un emploi en France qui est très encadré parfois syndicalement par des syndicats comme la CGT, la FO, etc., on perçoit les gens qui arrivent comme étant des gens de droite, puisqu'il y a quand même aussi un discours gouvernemental en ce sens. Je rappelle quand même que Louis Jox taxe les rapatriés de fascistes et de terroristes. Donc il y a un petit peu un hiatus donc entre la perception encore que l'on a aujourd'hui au sein de l'accueil entre l'élu et le citoyen. L'accueil se situe aussi à un deuxième titre, parce que le Français d'Algérie qui arrive à Toulon ou à Marseille ou à Perpignan, normalement ne peut pas rester dans ces villes. Il ne peut pas y rester pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a quand même une raison gouvernementale.
le gouvernement a décrété que les départements du pourtour méditerranéen ne peuvent en aucun cas être des départements d'accueil. En ce sens même, il annonce qu'il privera d'une allocation de subsistance les gens qui resteront dans le département sans pouvoir justifier d'une résidence normale ou d'un emploi. Donc il y a cette menace qui est brandie. À l'inverse même, le gouvernement propose des aides un peu exceptionnelles si les rapatriés vont s'installer dans l'Ain, dans les Ardennes, dans le Bas-Rhin. Il y a là des primes exceptionnelles pour aller dans ces départements. Donc il y a une incitation, lorsque les gens arrivent dans les villes à Toulon ou à Marseille, à partir ailleurs. Alors, certains rapatriés ne savent pas où aller, certains savent, puisqu'ils ont parfois un point de chute, une famille, etc., mais d'autres, beaucoup ne savent pas. Et donc, en ce sens, les incitations gouvernementales vont jouer, et on va assister à des déplacements comme ça de population. J'ai retrouvé, par exemple, 1400 rapatriés qui arrivent d'un seul coup au mois d'août à Tarbes. C'est énorme pour une ville comme Tarbes, ville en plus petite préfecture qui somnolait économiquement, qui n'avait pas bénéficié, je dirais, de la croissance des Trente Glorieuses. On en a 750 à Châtellerault qui voit arriver 700 personnes d'un coup. Et donc là encore, il y a aussi, on assiste à des maires qui vont essayer de faire en sorte d'accueillir au mieux les rapatriés. On a des témoignages. J'ai trouvé des témoignages de rapatriés qui disent, le maire, je vous donne une petite commune volontairement, le maire de Tarascon-sur-Ariège nous a accueillis superbement. Bon, le Tarascon-sur-Ariège vont arriver 200 personnes. Donc, ces rapatriés vont partir. Ils vont partir dans l'Ariège, ils vont partir dans l'Indre-et-Loire, ils vont partir ailleurs. Et bien sûr, va se poser le problème pour eux. Il y a deux problèmes qui se posent. C'est le problème du logement et c'est le problème de l'emploi. Alors, pour le problème du logement est dramatique, dramatique partout en France. Non seulement parce que les rapatriés arrivent, mais c'était un problème antérieur à 62. Je suis là obligé de vous faire un petit rappel historique. Là aussi, je vous ai dit qu'on était dans les 30 Glorieuses. Et 62, c'est 17 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Or, en 45, la France est ravagée. Elle est détruite. Et les premiers plans quinquennaux qui se mettent en place doivent, rétablir les infrastructures, 2, reconstruire l'appareil industriel, 3, le logement. Il se trouve que les deux premiers, en 60, sont relativement atteints. La France décolle industriellement, les infrastructures sont reconstruites. Par contre, la France a pris un retard dans le logement. Elle a pris un retard dans le logement et elle voit arriver ses rapatriés. Il y avait des programmes qui avaient été préparés dès 58-59, mais ils n'étaient pas appliqués, ils n'avaient pas été appliqués. Donc beaucoup de municipalités dans l'urgence vont se retourner vers les pouvoirs publics pour dire nous avons besoin d'accélérer ces programmes, il faut donc construire des logements. Et on assiste dans beaucoup d'endroits à la construction de nouveaux quartiers. Béziers, par exemple, Béziers a un quartier le maire conçoit un quartier de 23 000 personnes, pour accueillir 23 000 personnes. 23 000 personnes pour Béziers, c'est énorme, c'est 30% de la population en plus. Donc il faut avoir cette photographie. Lyon, c'est le quartier de la Duchesne. À Marseille, on a les grands ensembles de Sainte-Marguerite, de Sainte-Marthe, de la Rouvière aussi. Donc les grands ensembles vont fleurir un petit peu partout en France. Donc le problème du logement, tant bien que mal, ces appartements, même la Duchesne va par exemple en 1968 accueille 20 000 habitants, dont 7 000 rapatriés, mais les ensembles ne sont pas encore terminés. Donc tant bien que mal, les municipalités arrivent dans des programmes d'urgence à concentrer les rapatriés dans des grands ensembles, mais se pose l'autre problème qui est le problème de l'emploi, puisque l'intégration passe par le logement et par l'emploi. Alors l'emploi, c'est beaucoup plus difficile. On est quand même dans une conjoncture de croissance, heureusement, je serais tenté de dire, heureusement, mais la structure socio-économique des rapatriés est particulière. C'est-à-dire que, contrairement à la France,
la population européenne d'Algérie, qui était une population urbaine quand même, majoritairement urbaine, je vous le rappelle, la population active des Français d'Algérie, il y a à peu près 60% de gens qui travaillent dans le tertiaire en Algérie. En France, à l'époque, il y en a un peu moins de 40%. C'est-à-dire qu'il va falloir réagir à ça. Alors, dans ce tertiaire, on a beaucoup de fonctionnaires. Alors, l'État peut les reclasser, tant bien que mal. Il va les reclasser dans un certain nombre de départements déficitaires, du centre, de l'ouest, du nord, aussi. Là, il faut convaincre les gens d'y aller. Bon, ils vont y aller, malgré eux, mais ils vont y aller. Et puis, il y a le tertiaire privé. Alors, le tertiaire privé va réussir quand même à absorber cette masse de gens. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que l'accroissement démographique dans les villes a une conséquence économique sur d'abord le bâtiment, sur des emplois induits, sur la consommation, parce que le rapatrié va bénéficier aussi parfois d'aide ou de crédit, et donc obligatoirement va se développer un secteur privé de banques, assurances, de petits commerces et autres qui vont pouvoir absorber ces rapatriés. 5 minutes. C'est parfait, j'y serai. Donc, les rapatriés vont pouvoir s'intégrer dans les villes. Le problème sera beaucoup plus délicat pour le secteur primaire, dans le sens où là aussi il y avait une structure un petit peu particulière. En Algérie, ils étaient quand même près de 12% dans le secteur primaire, agriculture, pêche et mines, extraction des mines. Mais dans l'agriculture, il va y avoir problème. Si dans le secteur tertiaire, ça se passe relativement bien, dans l'agriculture, il y a problème. Il faut distinguer d'ailleurs deux types d'agriculteurs. On a des agriculteurs, les fameux gros colons, ils ont existé, bien sûr. Ils vont pouvoir, eux, s'intégrer facilement, mais ils sont arrivés avant 62. Bien souvent, ils sont arrivés en 61, 60. Ils sont arrivés avec leurs capitaux et ils ont pu donc acheter des terres et profiter aussi de la croissance économique. Par contre, pour les petits agriculteurs, là, la chose va être plus difficile. Où s'installer? Le ministère de l'Agriculture va les inciter à s'installer souvent dans le sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne, dans la Haute-Garonne, dans le Gers. Mais là, force est de constater qu'on a un taux d'échec quand même relativement important, de l'ordre de 15 à 20%. C'est-à-dire que, 1, les terres avaient été parfois surpayées. 2, les rendements étaient faibles ou n'étaient pas ceux escomptés par les rapatriés. 3, ils avaient bénéficié de crédits, il était difficile de les rembourser. 4, donc, ils abandonnent et ils vont se reconvertir dans le secteur secondaire ou dans le secteur tertiaire, ce qui implique un nouveau déplacement de population de la campagne vers la ville. De toute façon, ce qu'on peut, pour aller vite et pour conclure, sur l'emploi, en 1964, un chiffre que j'ai trouvé sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a le plus absorbé quand même de rapatriés, en 1964, on avait moins de 2% de chômeurs. Chez les rapatriés, bien sûr. Ce qui laisse à penser que, par exemple, dans l'agglomération parisienne ou dans la grosse aire urbaine Lyon-Grenoble, par exemple, le taux de chômage, et qui était demandeur là d'emploi, le taux de chômage est vraisemblablement proche de 0. Avec l'emploi, avec aussi l'esprit d'initiative, il y a beaucoup de réussites qui ont été constatées. Je ne veux pas vous donner les grands noms, c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est surtout aussi le fait que le rapatrié, au cours des années 60 et début des années 70, s'intégrant dans la société française, va aussi pouvoir quitter ces grands ensembles, avoir accès à la petite propriété, et on constate progressivement une intégration, je dirais, qui, à partir de 73, 74, 12 ans après, donc, qui est relativement positive. Ceci étant, il faut rajouter aussi qu'il y a intégration dans tous les domaines, y compris dans le domaine politique, puisque de nombreux élus et de nombreux caciques locaux de tous bords
de Fraîche à Montpellier, en passant par Médecins à Nice, des socialistes vauclusiens aux communistes sétois, tous ces gens-là, tous ces caciques locaux vont intégrer aussi des rapatriés dans leur conseil municipal. Pourquoi dans leurs conseils municipaux, pardon? Pourquoi? Parce qu'ils espèrent rallier un vote communautaire. Ils l'espèrent. On parle de ça, c'est autre chose. Et donc, cette intégration politique va permettre aussi, va être un tremplin pour d'autres mandats, bien sûr, un peu plus prestigieux. Donc, intégration à peu près partout, je dirais. Et aux alentours des années 73-75, donc une fois qu'on est installé, et là je pense que M. Calmet en parlera donc de façon très détaillée tout à l'heure, arrive aussi le temps de la reconstruction identitaire et de la reconstruction qui passe par le souvenir aussi, et par des revendications. Des revendications qui, entre autres, parmi toutes celles qui sont fait jour, j'en retiendrai une, c'est une réécriture objective de l'histoire, réécriture qui est, je crois, objective, qui est, je crois, le but de ce colloque. Je vous remercie, j'ai été très bref, mais... mais exactement 20 minutes. Bien, merci. J'avoue que j'aurais aimé, puisque je suis ignorant dans ce domaine, connaître la réaction du maire de Marseille.